Donc on poursuit cet après-midi avec une autre table ronde qui va durer 1 heure. Donc ça va être un petit peu plus le marathon que la table ronde antérieure. Et il faut finir à 16h30 pile. Donc je vais faire attention aussi au minutage très chronométré des prises de parole. C'est aussi le rôle de la modération. Donc je me présente rapidement, moi je m'appelle Cécile Cloutour, je suis coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain, qui est une autre tête de réseau nationale et qui défend, avec un soutien fort du ministère de la Culture, les pratiques légales et illégales dans l'espace public. Et c'est volontaire de parler aussi d'illégalité parce qu'on est dans un milieu qui est très protéiforme, avec notamment le graffiti writing, le street art et le néomuralisme. Et donc nous on existe depuis 2018 et on se structure, on valorise l'existant, on a aussi un site internet qui montre beaucoup d'outils existants, notamment du Polar Visuel Pays de la Loire, notamment du CNAP, notamment d'Art en Résidence. Donc tout ça aussi, je vous invite à le découvrir en ligne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, nous, on a une action vraiment à l'échelle territoriale, nationale, métropolitaine et aussi ultramarine. On a notre siège social à Paris, mais l'équipe salariée est basée sur Nantes. On est 2 salariés à Nantes. Et donc, on voit aussi, un peu en prémisse de cette discussion autour des questions régionales et nationales, comment on peut travailler main dans la main. Parce que c'est vrai que le Polar Visuel Pays de la Loire a été aussi un soutien très, très fort. Quand moi, je suis revenue à Nantes en 2021, j'ai pu rencontrer très rapidement Nathalie. Et donc, c'est aussi un petit peu ma collègue. Et je remercie vraiment le pôle d'avoir ouvert ses portes aussi aux pratiques de l'art urbain, ce qui n'est pas toujours évident par rapport à l'art contemporain et parfois à ces notions un petit peu élitistes. Donc moi je suis très contente d'être là, très émue. On est sur une journée assez lourde en termes d'émotions, à la fois en tant que personne très heureuse de se retrouver et puis aussi en étant conscient d'une certaine finitude, ou en tout cas d'une certaine période charnière subie du Polar Visuel Pays de la Loire. Donc moi je réitère ici tout mon soutien évidemment pour l'équipe. Et pour poursuivre aujourd'hui, cet après-midi, la discussion, notre table ronde s'intitule donc « Faire réseau du régional au national, synergie et coopération pour renforcer les enjeux de la filière ». Donc il est vrai qu'on peut constater une structuration progressive et renforcée de l'écosystème des arts visuels en France depuis une dizaine d'années, avec un soutien et une attention portés possiblement par les acteurs publics. Et on peut par exemple citer les sauts d'avis, les schémas d'orientation pour les arts visuels qui a été porté en 2016, coporté avec les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles. Et puis cette structuration, évidemment, elle se visibilise grâce à la présence et au renforcement de nombreuses structures et associations qui sont représentatives du secteur des arts visuels et qui sont vraiment des véritables pôles ressources et des accompagnants à la fois pour les artistes, autrices, auteurs et aussi pour les diffuseurs. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'on a à la fois des têtes de réseau nationales, donc la Fédération de l'art urbain en fait partie, on peut citer évidemment le CIPAC, la FRAP, DCA, Association française de développement des centres d'art contemporain, on peut citer Art en Résidence, on peut citer aussi l'UFISC, qui est une confédération qui défend les valeurs du secteur culturel et de l'économie sociale et solidaire. Et en parallèle, et de manière très concomitante, on a donc des pôles et des têtes de réseau qui sont inscrites à l'échelle territoriale et régionale. Donc évidemment, le Polar Visuel en est un exemple. On peut citer aussi le réseau Astre, par exemple pour la Nouvelle-Aquitaine, ACB Bretagne, ou bien encore Devenir Art pour le Centre Val-de-Loire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment toute une arborescence en fait, d'acteurs, d'actrices qui défendent les différents acteurs, actrices de notre secteur. Donc l'imbrication et la coopération de ces structures et des expertises, elle est vraiment très très précieuse parce qu'on peut voir que les leviers et les actions, elles sont menées à plusieurs échelles avec des connaissances qui sont complémentaires selon les besoins qui sont différents à l'échelle nationale et à l'échelle locale. L'objectif pour toutes et tous, c'est vraiment d'œuvrer à une meilleure reconnaissance des pratiques artistiques, à des meilleures conditions d'exercice pour les artistes, pour les indépendants, pour les diffuseurs, à travers des outils qui sont plus vertueux et aussi plus inclusifs. Donc l'enjeu, il est évidemment de taille, parce que notre filière reste très fragile, on l'a vu tout au long de la journée. Et puis la question aussi de la liberté associative, ça va être le sujet d'après, il reste aussi très questionnable et très en danger dans notre actualité sociétale. Donc il faut vraiment œuvrer pour éviter l'isolement et faire commun dans un souci toujours d'intérêt général et de solidarité.
Donc pendant cette table ronde, l'objectif, ça va être de vous montrer l'intérêt des réseaux et de leur collaboration à travers différents exemples très précis d'outils et d'observations participatives et partagées, toujours vus sous le prisme du pôle art visuel Pays de la Loire. Donc c'est aussi pour ça que c'est important que Nathalie soit présente, pour qu'elle puisse rebondir sur les différentes expériences et témoignages qu'on va entendre. Donc on va malheureusement pas trop pouvoir rentrer dans le détail parce qu'on n'a que 1 heure. Mais l'idée, c'est un peu d'ouvrir des portes et aussi de vous encourager, vous, à aller plus loin si vous voulez creuser ces questions, notamment à travers les sites internet et les personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Donc j'aimerais bien juste peut-être pour commencer que vous vous présentiez, vous disiez d'où vous parlez et votre statut, et puis ensuite on va rentrer vraiment dans le cœur des sujets. Donc je laisse la parole peut-être à Nathalie, et puis ensuite Nathalie, tout le monde, ça y est, on t'a entendu, donc pardon. Je passe la parole à Antinéa et puis on revient comme ça. Oui, moi je suis Antinéa Garnier, je suis responsable du service des ressources professionnelles au CNAP, donc le Centre national des arts plastiques. Je suis Élise Jouvency, secrétaire générale de Art en résidence Réseau national. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne Loth et je travaille au sein du collectif d'action Culture et Création de la Fondation de France. Bonjour à tout le monde, je suis Anastasia Macridou-Bretonneau, je suis médiatrice pour l'Action Nouveau Commanditaire et également consultante pour la Fondation de France, d'autres fondations comme la Fondation Daniel Inna Carasso. Et je parlerai finalement tout ça, un lien plus tard de tout ça. Alors, vous pouvez garder le micro parce que vous allez le garder vous pouvez même le rendre à Nathalie qui est tout là-bas. Voilà. Donc Nathalie, donc, tu es directrice du pôle art visuel Pays de la Loire. Et l'enjeu, ça a été vraiment de valoriser les liens de coopération entre les structures, les têtes de réseau et les pôles ressources dans cette table ronde. Donc on va revenir sur des exemples plus précis. Mais je voudrais peut-être te laisser dire quelques mots pour le pôle, pour raconter un petit peu comment a été envisagé en fait, ces enjeux de coopération et de travail collectif à différentes échelles, à la fois vous en tant qu'expert territorial, avec du coup ces réseaux qui ont différentes échelles de connaissances et de leviers d'action à la fois politiques et aussi de soutien, par exemple financier. Alors, tu as presque tout dit. Je te remercie déjà d'avoir bien amorcé la discussion. Mais effectivement, on l'a toutes et tous compris, le travail en réseau, c'est un travail sur du temps long, qui se construit sur du temps long. Donc, c'est d'abord effectivement des premiers pas avec un travail avec une équipe qui se structure, qui s'agrandit et qui reste malgré tout une petite équipe. Et très rapidement, on est parmi les actions qu'on a menées, la fonction ressources qu'on a pu développer. On a été identifié au fil des années dans ces 10 ans, et je dirais que ça s'est accentué les 5 dernières années de manière plus forte, ce qui correspond, on va dire, à la crise du Covid, où là les besoins sont très très forts, où on est quand même très agissant, même aussi dans cette situation-là. Donc ça vient aussi finalement souligner des capacités des réseaux extrêmement fortes, là aussi dans ces temps de crise. Et puis très rapidement, du coup, dans cette visibilité de nos actions, il y a des discussions qui sont là depuis le début, mais des discussions qui s'approfondissent, des discussions et des échanges qui se font plus réguliers. Et aussi, évidemment, tout un travail qu'on fait avec les réseaux territoriaux qui sont dans la salle, d'être toujours en observation de ce qui se passe sur d'autres territoires, pour ne pas refaire la même chose, mais pour être au contraire très complémentaires et s'articuler au mieux. Donc ça, c'est aussi, on est tous sur des petites économies et puis aussi des petits volumes, en termes de ressources humaines. Et c'est quand même important de ne pas refaire le même travail d'une région à une autre, ou en tout cas, si on fait le même travail, d'avoir des apports complémentaires qui puissent, dans les analyses, permettre d'avoir, là encore, une analyse qui va plus loin. Donc là, nous, au fil des années, on a vraiment eu envie de travailler de manière plus forte avec d'autres réseaux, avec des réseaux nationaux, parce qu'on croit aussi très fort en l'idée que l'articulation du régional au national, elle est très importante, elle est très puissante en fait dans les effets leviers, et que finalement le rôle des réseaux nationaux et le rôle des réseaux régionaux, on a des similitudes, mais on a aussi des effets leviers qui peuvent être très différents.
Et donc cette force complémentaire apporte du partage d'expérience, mais aussi de la montée en compétences. Et donc on va forcément plus loin. Et puis petit à petit, là on le verra avec Anastasia et puis Anne, en fait, comment dans les rencontres, progressivement, d'autres coopérations se construisent. Et ça c'est aussi extrêmement riche. Peut-être que je passe la parole après ce petit moment introductif et qu'on rebondira. Oui, c'est parfait. Merci Nathalie. Donc en effet, on va pouvoir commencer avec Anne. Donc Anne, tu es responsable fondation et programme culture et éducation à la Fondation de France, qui a été créée sous l'impulsion d'André Malraux en 1969. J'ai mené un peu l'enquête, et qui soutient des actions sociétales d'intérêt général dans de nombreux domaines, et notamment dans le secteur de la culture. Donc peut-être dans un premier temps, ce serait intéressant pour le public qui est là de revenir sur le rôle de la Fondation et de nous citer peut-être quelques exemples de projets pour le secteur culturel que vous avez soutenus. Merci. Oui, donc la Fondation de France, c'est un acteur majeur de la philanthropie en France. Son surnom, la Fondation de toutes les causes, parce qu'effectivement, elle intervient dans tous les champs de l'intérêt général, la question de la transition écologique, la recherche médicale, la culture, bien entendu, mais aussi l'aide aux personnes les plus vulnérables, comme l'accompagnement des crises et des catastrophes. Et elle s'appuie, cette Fondation de France, sur un réseau d'experts bénévoles, sur des milliers d'acteurs de terrain, et elle réunit aussi effectivement des fondateurs. On a près de 1000 fondations abritées à la Fondation de France qu'on accompagne. Donc on accompagne des envies d'agir de philanthropes, mais on est aussi un réseau qui existe grâce à nos donateurs. Et ça, c'est important de le rappeler. La Fondation de France, elle est complètement indépendante et privée. Et elle agit sur tous les territoires grâce à l'unique générosité de nos donateurs. Et son ambition, oui, c'est bien effectivement de construire des solutions efficaces, durables, pour répondre à nos enjeux de société qui, on le voit, sont de plus en plus complexe et imbriquée. Alors comment elle agit ? Elle agit à la fois en finançant des projets, bien sûr. On a soutenu plus de 12 300 projets en 2024 pour 372 millions d'euros. C'est les seuls chiffres que je vais donner, mais c'est quand même important pour permettre de situer son action dans le paysage de la philanthropie en France. Mais la Fondation de France, elle ne se positionne pas uniquement comme un bailleur, et c'est tout l'intérêt dont on discute cet après-midi, c'est qu'au-delà d'être un bailleur de fonds, elle se positionne comme une facilitatrice de dynamique territoriale en faisant émerger des expérimentations et en accompagnant au plus près ses partenaires. Donc c'est une facilitatrice, une connectrice d'initiatives, et pour agir donc au plus près du terrain, juste vous dire également qu'on a créé, et donc notre organisation prend en compte vraiment cette problématique. On a créé 6 fondations régionales qui, par leur connaissance des territoires, participent donc à la mise en acteur de la mise en réseau de ces acteurs en local. Et puis vous dire qu'en 2024, la Fondation de France, elle a fait évoluer ses modes d'action pour agir plus efficacement et répondre collectivement donc aux enjeux qui se posent à nous, et dont celui qui est l'objet de ces journées. Elle a repensé son modèle en passant de plus de 40 programmes d'action, donc sur tous les domaines dont on traite à la Fondation de France, et qui pour la plupart étaient mis en œuvre via des appels à projets, qui, on le sait, peuvent épuiser les ressources humaines des associations, tout comme les ressources humaines de notre organisation, parce que effectivement ça représente une part administrative qui était extrêmement dense, et donc on a repensé notre manière de fonctionner, notre modèle, notre organisation, et on a défini ce qu'on appelle
général aujourd'hui donc ces collectifs d'action à la Fondation de France, et donc Marjorie et moi-même, donc on représente le collectif d'action culture, avec des gouvernances qu'on veut partager, qu'on veut plus horizontales, dans lesquelles on va avoir des représentants de toutes les parties prenantes avec lesquelles on travaille depuis plus de 50 ans à la Fondation de France, que sont nos fondations abritées, nos experts, mais aussi des porteurs de projets et surtout demain des personnes directement concernées par les enjeux qu'on a envie d'accompagner et de soutenir. Donc l'objectif, c'est de répondre à des besoins prioritaires qu'on identifie avec une ambition de changement dit systémique, avec cette envie d'agir vraiment à la racine des problématiques qu'on traite à la Fondation de France. Donc peut-être plus pour entrer dans le détail de ce qu'on fait côté collectif culture, notre action, elle s'inscrit dans un contexte actuel de baisse de financement public, je ne vous apprends rien, de fragilisation du secteur. Et donc pour penser cette stratégie culture, on s'est nourri depuis l'arrivée de Marjorie Carré il y a 1 an à la Fondation de France, en organisant des espaces d'échange, de rencontres qu'on a appelées des rencontres inspirantes, où on a essayé de mettre autour de la table, d'ailleurs c'était souvent pas des tables, c'était aussi des espaces volontairement informels, conviviaux, où on se retrouve pour échanger avec entre porteurs de projets accompagnés par la Fondation de France, mais aussi accompagnés et éclairés par des regards extérieurs très, très variés de chercheurs, d'artistes, et de fondateurs également. Et toutes ces rencontres, elles ont, je crois, révélé ce besoin de mise en réseau, de partage d'expériences et de solidarité. C'est des mots qu'on a beaucoup entendus aujourd'hui, mais c'est vrai que Nathalie a participé à un de ces temps. C'est des temps, en fait, où j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est assez fondamental de savoir prendre du temps pour s'extraire du quotidien, des difficultés qu'on peut rencontrer chacun, et se retrouver pour échanger, pour analyser le contexte actuel. Et ça nous a permis, je crois, collectivement de faire émerger ce qui est aujourd'hui les axes qu'on donne à notre stratégie culture, avec un objectif majeur qui est le soutien à la création, aux artistes, et comment est-ce qu'on va contribuer modestement à notre échelle à la vitalité et à la diversité de la création artistique. Et pour ça, la Fondation de France, elle soutient donc des équipes artistiques à 2 moments clés de leur parcours. Évidemment en début de carrière, pour faciliter l'insertion professionnelle des artistes et leur donner les moyens de créer, notamment pour les artistes visuels, mais j'y reviendrai. Et puis pour les artistes confirmés, être aussi à leur côté pour leur permettre à un autre moment de leur parcours de continuer à oser prendre des risques, d'être aussi un soutien pour leur permettre de stabiliser leur projet de création et de carrière. Donc c'est un des grands, une de nos priorités à la Fondation de France sur cette stratégie qu'on est en train de déployer. Et le deuxième grand axe, c'est celui qui est de partager ensemble la puissance de l'art pour nous relier, nous inspirer et puis éclairer le monde de demain. Voilà. Et donc, peut-être pour revenir un petit peu sur ces liens de coopération, comment ça s'est passé ? Vous avez sollicité le pôle art visuel dans un premier temps. Il y a eu une première rencontre qui a été pensée ensemble ? Alors c'est vrai qu'à la Fondation de France, on travaille depuis que cette stratégie a été reposée, beaucoup plus donc en repérage direct. Donc on était avec le comité culture de
l'époque, le dossier a été présenté. Alors je me souviens plus exactement parce que je n'étais pas là, mais peut-être Nathalie, vous y reviendrez sur la manière dont le lien initial s'est fait. Mais en tout cas, quand les premières, mes collègues équipe Fondation de France ont repéré le pôle art visuel et présenté le dossier au comité culture, c'est vrai qu'il y a eu unanimité sur l'intérêt à accompagner cet acteur emblématique majeur. Déjà parce que dans notre stratégie, on avait la volonté de cibler en priorité les arts visuels, un secteur qui est particulièrement peu doté par les subventions publiques et où les artistes sont particulièrement touchés par la précarité à défaut justement de statut équivalent à l'intermittence. Et donc on a choisi à la Fondation de France fin 2023 d'accompagner le pôle art visuel. Parce que on était totalement convaincus du rôle qu'il avait à jouer dans l'accompagnement des artistes, de la mise en réseau et de la structuration donc, de cette filière. Et je crois qu'avec le soutien de la Fondation de France, qui est un soutien volontairement structurel, au long cours, l'équipe du pôle art visuel a pu déployer en confiance une expérimentation, c'est-à-dire prendre le risque d'aller sur un projet qui n'existait pas, qui nécessitait des fonds et pour lesquels il fallait comme on l'a vu et comme ça a été très bien détaillé dans la précédente table ronde, se mettre autour de la table pour penser le dispositif le plus pertinent, un dispositif donc qui a démontré toute sa pertinence. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce parcours qui a été proposé aux 15 artistes dont je vois plusieurs dans la salle, c'est que c'était c'est un parcours qui a su combiner à la fois donc ce suivi sur mesure, vraiment qui s'est construit par étapes et à la carte pour des profils volontairement hétérogènes, et ça c'est vraiment intéressant et on le voit entre les dossiers de candidature et puis les lauréats, la volontaire hétérogénéité des profils, des esthétiques, des formes qui ont été proposées, elle est vraiment intéressante. Et puis que ce soit aussi un dispositif qui s'est ajusté pendant 1 an et demi, vraiment aux besoins de chacun. Et une dernière chose que je voulais dire par rapport à cela, c'est que il a aussi mûri ce dispositif au contact des professionnels de la région qui se sont massivement engagés dans une démarche de compagnonnage extrêmement vertueuse. Et je pense que si autant de professionnels ont rallié ce dispositif, c'est bien parce que Matière Vive avait démontré toute sa maturité et la pertinence de son action. Donc là, on a mis à l'écran quelques slides. Alors, c'est peut-être pas très visible pour ceux du fond, mais c'était pour... ça corrobore un peu ce qu'on s'est dit à la table ronde d'avant sur les territoires, les artistes choisis et aussi l'enjeu de compagnonnage. Peut-être, Nathalie, est-ce que tu veux compléter un petit peu les dires aussi sur vous, en tant que pôle, comment vous avez pu aussi appuyer cet accompagnement par rapport à votre connaissance du territoire et cet enjeu aussi d'hétérogénéité? Ah oui, effectivement, je rebondis sur ce que Anne disait très justement. En fait, nous, on était en plein développement sur toutes les missions d'accompagnement du pôle. On avait bien situé, évidemment, les besoins et on se disait, ce serait bien d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment tombé à ce moment-là où vraiment ça nous a donné la capacité à aller plus loin grâce à cette expérimentation et aussi à penser accompagner dans la durée.
pas être vraiment sur un temps court, un temps ramassé, et laisser en fait les parcours se développer, se déployer sur le temps, l'observer avec les artistes et surtout le construire aussi avec les uns et les autres, puisque c'est 15 profils extrêmement différents. Et puis la question qui s'est posée tout de suite aussi, et c'est ce qui était intéressant, c'est que dans la position dans laquelle ça nous mettait, c'est de se dire, bon, alors nous ne sommes pas un opérateur au sens classique du terme, nous sommes avant tout un réseau, on doit garder absolument cet ADN de réseau. Et ce qui fait notre force, c'est qu'on a 10 ans maintenant, qu'on a travaillé, déployé des actions, que les acteurs ont largement contribué à ce travail collectif et que finalement, on a créé une confiance aussi. Et que je pense que ce travail a pu se développer effectivement autour du compagnonnage, donc il y avait tout son sens dans le cadre d'un réseau. Donc c'est le socle aussi de ce dispositif, parce que on pense que ces nouvelles solidarités, ces nouvelles manières en fait d'agir, ou en tout cas, si elles sont pas nouvelles, en tout cas les réexplorer, les accentuer et travailler sur ce terrain de confiance, sur ce terreau de confiance, c'était imaginer des possibles là sur un temps assez court. Et finalement, on voit que ça a plutôt bien marché, avec aussi, comme le soulignait Isabelle tout à l'heure, des coopérations du coup qui ont vu le jour, des structures qui avaient pas forcément eu l'occasion de travailler ensemble, qui maintenant travaillent ensemble. Et donc, c'était aussi, il y avait un enjeu, et je regarde Olive, on en avait pas mal parlé dans l'écriture du dossier, c'est aussi l'enjeu de se dire, on porte un dispositif, où on parle de professionnalisation, c'est un mot qu'on utilise avec prudence, mais c'est toute la filière, c'est pas les artistes qui doivent être professionnalisés, c'est toute la filière. Et ça, il y avait vraiment une insistance pour nous, enfin, en tout cas un souhait vraiment que ça puisse accompagner, là aussi, dans un grand mouvement, toute la filière sur ces questions-là. Donc c'était à cet endroit-là qu'on a pu se positionner, mais pas aussi parce qu'on a eu... c'était très ouvert, en fait, dans la discussion et dans les possibilités. Et ça, c'était génial pour nous, de se dire, en fait, on peut y aller, on peut imaginer, on peut aller plus loin, on peut expérimenter, on peut même se dire qu'on ose sur la durée. Et ça, c'était vraiment formidable de pouvoir l'écrire, de pouvoir l'inventer. Donc, le temps est très court, je suis désolée. J'avance un petit peu, mais peut-être dire que ce soir, donc, il y a eu un vernissage d'une exposition avec les artistes du dispositif. Donc, on vous invite à découvrir après ces tables rondes. Peut-être pour poursuivre un petit peu, des exemples assez concrets de collaboration possible entre différents acteurs. Je vais me tourner vers Anastasia. Donc, vous êtes conseillère en ingénierie culturelle et médiatrice pour les nouveaux commanditaires. Et vous aussi, vous avez sollicité du coup l'expertise du polar visuel pour réfléchir ensemble à la réalisation d'un diagnostic pour la Société des nouveaux commanditaires. Alors peut-être en quelques mots, vous pouvez peut-être d'abord nous dire quelle est l'action des nouveaux commanditaires, parce que là aussi, j'ai mis à l'écran quelques slides de votre site internet et je vous laisse la parole. Très bien. Bon, en tout cas, je reviendrai après sur les conditions dans lesquelles j'ai pu rencontrer Nathalie. Donc, les nouveaux commanditaires est un programme, une action qui a été portée très longtemps par la Fondation de France, pendant une trentaine d'années, a été lancée dans les années 90, à un moment où la Fondation de France voulait repenser sa politique en matière de mécénat culturel. Et elle a eu l'audace à l'époque de confier la conception de ce nouveau programme à un artiste. Cet artiste s'appelle François Hers. Et il avait piloté ce qui reste encore aujourd'hui la plus grande commande publique, photographique. C'est la commande de la Datar. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, voilà. Et il est riche de cette expérience de pilotage d'un projet de cette envergure. Il a accepté cette nouvelle mission et il a proposé justement cette action de nouveau commanditaire qui repose sur un protocole qui est un texte qui détermine finalement des règles de faire, mettre en place des projets culturels, des projets artistiques, des commandes citoyennes. Ces protocoles, même si les mots peuvent paraître un peu austères, tiennent sur une page. Donc c'est une pensée simple et en même temps, à l'époque, complètement révolutionnaire. C'est pour ça peut-être qu'elle est restée assez incomprise pendant un certain nombre d'années. Donc ce protocole de nouveau commanditaire donne la possibilité à toute personne venant de la société civile de devenir commanditaire d'une œuvre d'art qui viendra
améliorer d'une manière ou d'une autre le cadre de vie collectif. C'est très audacieux parce que le domaine de l'art, toujours quelque part, le domaine des experts, le domaine des institutions, et évidemment pour les personnes qui ne font pas partie de ces milieux, l'art est un produit qu'on peut consommer, qu'on peut apprécier, qu'on peut aimer, être passionné, mais néanmoins, c'est quelque chose qui nous arrive en tant qu'offre. Là, le renversement, c'est que finalement, monsieur, madame, XY peut devenir celui qui demande à un artiste la création d'une œuvre, qui pourra donner sens à un environnement, que ce soit un espace public, l'entrée d'un hôpital, l'aménagement d'une école, créer du lien social dans un quartier. Les exemples sont infinis. Donc, ces programmes ont été portés très courageusement par la Fondation de France pendant une trentaine d'années. Ça a permis d'accompagner un peu plus de 500 projets un peu partout sur le territoire. Et il a été mis en place grâce à un réseau de médiateurs, médiatrices, des personnes justement qui vont accompagner ces initiatives citoyennes, proposer des artistes qui seront en capacité de répondre à leurs demandes et donc aboutir, après un processus assez long, mais qui est aussi une très belle aventure, à la création d'une œuvre d'art qui est une commande citoyenne. Donc, ce programme, en 2020, la Fondation de France, une fois qu'il avait fait ses preuves, parce qu'aujourd'hui, en plus d'être développé en France, il est développé en Allemagne, en Italie, en Belgique, donc il est devenu presque un programme européen. Il était temps de passer finalement ce savoir-faire à une structure indépendante qui pourrait bénéficier aussi des soutiens d'autres partenaires. Et dans le cas donc, de la Société des nouveaux commanditaires, qui est la nouvelle structure qui porte l'action sous forme d'association, les deux partenaires donc, qui l'accompagnent dans son rôle de tête des réseaux, on va trouver le ministère de la Culture et sa délégation assez récente, délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, j'ai réussi à le dire, et grâce aussi à la Fondation de France qui a quand même assumé cette étape de transition pendant les 3 premières années. Est-ce que j'ai répondu à... C'est parfait. Bon, j'arrête là. C'est parfait. Et donc, pour rentrer un petit peu plus dans le concret par rapport au travail du pôle, il y a eu ce souhait en fait d'établir un bilan en fait du projet Nouveau Commanditaire Pays de la Loire, mais aussi de développer des nouveaux axes stratégiques, des nouvelles méthodologies de travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre avec l'équipe du pôle et de la commande que vous avez effectuée en fait avec eux? Bien sûr, avec plaisir. Donc, cette association, cette nouvelle association, la Société des nouveaux commanditaires, a quand même un rôle assez étrange parce qu'il y a derrière une longue histoire et en même temps, elle doit écrire des nouvelles pages. Pour écrire ces nouvelles pages, elle avait besoin de s'appuyer sur des diagnostics région par région pour savoir qu'est-ce qui a été fait dans ces régions. Est-ce qu'il y a des projets qui ont été réalisés? Par qui ont été portés? Dans quel état ils sont? Et surtout, quelles sont maintenant les forces vives potentielles sur chaque territoire qui pourraient poursuivre, voire développer l'action avec de nouvelles modalités? Donc, moi-même étant médiatrice pendant plusieurs années et connaissant la région Centre-Val de Loire, j'ai accepté de faire ce diagnostic en m'associant d'autres personnes parce que j'avais la légitimité de le faire. Et quand l'association m'a demandé éventuellement de faire le même travail pour la région Pays de la Loire, je dis non, je connais à peine cette région. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer un acteur formidable qui fera un excellent travail, qui fera même un diagnostic qui peut être un modèle pour tous les autres qu'on va faire nous. Donc, comment j'ai rencontré les pôles art visuel? C'est comme je le disais au tout début, j'ai continué à collaborer avec la Fondation de France en faisant des instructions, quelques instructions par an, 3-4 dossiers, parce qu'en général, les dossiers de demande de financement font l'objet aussi d'un regard extérieur de celui de l'équipe qui fait, je peux le dire,
je n'ai pas un compliment, un excellent travail, parce que d'habitude, je découvre que des projets formidables. Donc, je suis appelée à faire un travail d'enquête sur la structure qui dépose les dossiers, approfondir certains aspects, aller sur place, rencontrer les personnes et par la suite proposer finalement aussi un regard un peu différent de ce qui est développé dans les dossiers. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Nathalie. J'ai rencontré des membres aussi de la gouvernance. Je vois Isabelle, j'ai rencontré Olive tout à l'heure, évidemment Guillaume. Donc, et sincèrement, j'étais impressionnée par la qualité, pas seulement du travail qui était mené en tant que réseau d'un secteur artistique spécifique. Donc pour moi, c'était une structure au cœur d'une constellation d'acteurs, au cœur d'une constellation de métiers, et pour lequel pas seulement il a porté un travail, je dirais, de connaissances, création d'outils, il y a aussi un approfondissement scientifique en associant des sociologues, chose que nous trouvons assez rarement, il faut le dire, hein, dans ce type de structure. Donc il y avait à la fois quelque chose de très opérationnel qui était offert et en même temps un travail de fond avec des scientifiques qui travaillaient sur les statuts de l'artiste, les conditions économiques, etc. etc. En plus de tous ces éléments, qui étaient pour moi évidemment des qualités incontestables professionnelles, il y avait aussi cette force dans la gouvernance de la structure. Et c'est pour ça que quand on se déplace en faisant ce travail d'instruction, c'est ça aussi des choses qu'on essaye de capter. Et c'est pas, voilà, c'est pas des choses qu'on trouve sur les papiers, etc. Ce sont des éléments presque invisibles qu'on doit capter, mais qui sont bien réels. Et dans le cas du pôle art visuel ici, j'ai senti une gouvernance extrêmement soudée, qui réunissait des personnes, d'ailleurs, venant d'horizons assez différents, qu'on imaginait difficilement ensemble. Donc, pour toutes ces raisons, quand il y a eu cette question, ce besoin, quand ce besoin est apparu de faire un diagnostic sur les nouveaux commanditaires pour cette région, je pensais que vraiment la structure idéale, c'était le pôle art visuel. Et on a travaillé ensemble à partir d'un cahier des charges, une grille. Nathalie a identifié une personne extérieure associée, je ne sais pas si elle est là. Donc la sociologue voilà. Laureline Deloins. Voilà, merci beaucoup Laureline, excellent travail avec Nathalie. Et effectivement, en faisant deux points de suivi, on a abouti à un diagnostic de la région qui est à la fois un très bon outil et qui peut nous laisser, en tout cas nous laisser à l'époque, bon, les choses peut-être ont bougé un peu malheureusement récemment, assez optimiste pour le développement des nouveaux commanditaires. Donc c'est un diagnostic qui est une note interne, hein, on ne l'a pas projeté à l'écran, ce n'est pas un outil auquel vous avez accès, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça donne des axes de travail aussi, une méthodologie pour penser l'avenir, comment mieux aussi valoriser les artistes, comment porter des projets dans des zones par exemple plus blanches, comment penser aussi l'après-projet. Enfin, nous en tout cas dans l'art urbain c'est aussi une problématique de conservation, de pérennisation ou pas des œuvres une fois qu'elles sont inscrites dans un espace public. Donc là c'est vraiment un exemple vraiment parlant je trouve entre le travail d'un pôle ressources, d'un acteur de soutien à la création et aussi de l'apport d'une tierce personne qui est mandatée, donc une sociologue qui a aussi une connaissance et une méthode scientifique très complémentaire de toute la collecte de données que fait le pôle. Est-ce que Nathalie, tu veux dire quelques mots complémentaires sur ce projet-là ? Alors, est-ce que tu penses à Laureline ? Je pense à Laureline. Qui n'est pas sociologue, mais qui n'est pas sociologue. Qui a beaucoup de casquettes aussi. Pardon, je pensais qu'elle était sociologue. Non, mais il n'y a pas de souci. On travaille avec beaucoup de sociologues, et c'est vrai. C'est pour ça, je pense. On a une petite prédilection, les économistes aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, Laureline a beaucoup de casquettes, et on a eu la chance, et elle connaît bien le territoire aussi, hein, ayant travaillé sur ce territoire, notamment au Grand Café à Saint-Nazaire pendant pas mal d'années. On trouvait que c'était vraiment
vraiment la personne idéale pour mener ce diagnostic. On a vraiment été en dialogue constant et elle a fait un travail remarquable en fait à partir effectivement de données qui ont été produites au Polar Visuel, notamment avec l'observation participative et partagée, qui est un outil pour nous essentiel, hein, et en plus avec ces 2 P auxquels on tient, hein, participatif et partagé, qui sont éminemment importants quand on est un réseau. Et en fait, c'est vrai que on voulait qu'à la fois ce soit un travail de diagnostic avec ces données, avec ce regard, ces apports scientifiques, et en même temps que ce soit vraiment outillant, que ce soit un outil. En plus, il y a 2 nouveaux médiateurs sur le territoire et que ça puisse être aussi un outil dont ils puissent se saisir assez rapidement, avec notamment des cartographies assez précises, des personnes relais et autres, qui permettaient en fait d'activer des leviers assez rapidement. Et là, ça a été une chance considérable de rencontrer Anastasia, avec vraiment des relations formidables, des échanges que j'ai beaucoup apprécié, et un travail de confiance aussi. Ça compte beaucoup à une heure où la confiance se perd malheureusement, et ça compte énormément en fait dans ce qu'on construit. Donc merci encore pour cette confiance. Et puis c'était formidable de voir qu'on pouvait rebondir de cette première rencontre autour de ce travail avec la Fondation de France, et puis on prolongeait ensemble avec une autre expérience, on allait plus loin sur d'autres sujets. Donc ça, c'est aussi de riches expériences où on rebondit, et puis les impacts sont démultipliés. Pour poursuivre, Juste un exemple oui, un exemple, ça marche. Pour identifier dans la région. Oui, bien sûr. Oui, juste pour vous dire qu'un des projets très récemment inaugurés dans le cadre de l'Action Nouveau Communautaire, c'est le projet de Raphaël Zarka, La Doublure, donc, qui était porté par une association de personnes amies du patrimoine de Trélazé. Et donc, voilà, c'est un très beau projet qui a pris beaucoup de temps avant de se réaliser. Et il est arrivé au bout grâce aussi à l'excellent travail de Marie-Laure Vial et de Jacques Rivet. Voilà. Donc on poursuit un petit peu ce tour de table avec Élise Jouvency, donc secrétaire générale du réseau Art en résidence, pour encore aller sur d'autres horizons sur la question de la résidence, notamment. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre réseau à vous, sur votre action, et aussi sur ce qu'est une résidence finalement? Oui. Alors, le réseau Art en résidence, c'est un réseau donc, national de lieux de résidence d'artistes qui a 15 ans cette année, donc, qui s'est créé en 2010 sous l'impulsion d'une petite dizaine de structures qui se sont fédérées pour défendre ensemble une même idée de la résidence et défendre des valeurs et des engagements pour ce cadre de travail qui sont liés à la façon d'accompagner les artistes, à défendre aussi ce cadre de travail comme étant avant tout pour permettre la création et la recherche, pour défendre aussi des conditions de travail, donc des moyens financiers conséquents et des façons de gérer ces moyens financiers. Voilà, c'est beaucoup d'autres choses, mais on va faire plus synthétique. La volonté principale, c'est celle de se placer ensemble dans une dynamique d'amélioration de pratiques professionnelles. Donc d'être à l'écoute aussi de l'évolution du secteur, de l'évolution de ses enjeux, et d'intégrer petit à petit ses ambitions, ses objectifs dans une charte déontologique qui est le socle commun qui fédère et qui rassemble l'ensemble des structures qui composent le réseau aujourd'hui, et qui est un peu la base de travail dans cette diversité de lieux qui sont aujourd'hui de nature très différente, de taille, qui ont des moyens financiers et qui s'implantent dans des contextes aussi très différents les uns des autres. Donc aujourd'hui, c'est 45 structures réparties sur le territoire national. C'est un réseau qui est soutenu par le ministère de la Culture, qui a une convention pluriannuelle d'objectifs qui est structurée autour de 3 grandes missions. La première étant de fédérer ces structures autour de cette question des pratiques professionnelles et de leur amélioration, et d'une réflexion continue autour de ça.
qui vise aussi à favoriser les coopérations entre tous ces lieux qui ont des programmes de résidence extrêmement variés, qui sont complémentaires aussi quand on les associe autour d'un même projet artistique et pour accompagner un même artiste. Peuvent produire des choses assez intéressantes. Donc ça, c'est la première grande mission. La deuxième, c'est de structurer et de professionnaliser cette pratique de la résidence, donc en créant des outils, ressources pour les professionnels, pour les porteurs de résidence, les organisateurs, les lieux, les collectivités, enfin tout type d'acteurs qui peut porter une résidence, mais aussi bien sûr les artistes auteurs, auteurices qui les fréquentent. Donc avec production d'outils professionnels, ça a été l'objet d'une de nos rencontres. Donc création de ressources professionnelles à destination de tous. Bien sûr diffusion, dissémination de tous ces outils professionnels. Via des sessions d'information, ça c'est aussi l'objet de certaines de nos rencontres. Sessions d'information, formation professionnelle, conseil, accompagnement, etc. Donc à la fois auprès des porteurs de projets et des artistes auteurs, des étudiants, étudiantes, futures travailleuses de l'art. La troisième grande mission, c'est la question de la représentation, donc de la représentation de cette pratique de la résidence auprès d'un certain nombre d'instances et dans diverses organisations professionnelles. Et qui dit représentation dit nécessité d'organiser aussi une observation, donc une observation qui se fait en premier lieu auprès de nos membres, qu'on n'arrête pas de questionner sur tous les sujets. C'est le terrain d'observation un peu le plus immédiat, le plus direct, mais évidemment cette représentation, on a besoin qu'elle soit plus large, hein, donc qu'elle se cantonne pas aux 45 lieux qui composent le réseau aujourd'hui. Et donc, on essaye au maximum de l'élargir, d'organiser cette veille de la manière la plus poussée possible. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là, puisqu'on a besoin de faire de remontées d'informations, donc de produire des données, d'avoir des chiffres, etc. Évidemment, à cet endroit-là, l'articulation de nos travaux avec ceux menés par les réseaux territoriaux est absolument cruciale. C'est l'endroit où on va dialoguer, vérifier certaines observations qu'on fait, confronter certains de nos résultats, échanger sur des enjeux qu'on voit poindre ici ou là, croiser des observations territoriales qu'on voit émerger dans une région avec d'autres endroits où on observe les mêmes et où on va aussi pouvoir à un moment décider de croiser nos énergies de travail et s'engager dans des projets en commun. Donc la fiche ressources qu'on a dernièrement réalisée étant un des exemples de ces projets communs. En tout cas, ce dialogue avec les réseaux territoriaux et avec les autres organisations professionnelles est un peu dans l'ADN du travail du réseau. Hein. Les outils ressources qu'on produit sont toujours travaillés en collaboration avec des acteurs, des experts. Donc la première des fiches ressources qu'on avait réalisées était en relation avec le réseau Devenir Art en région Centre-Val de Loire. La quatrième est donc avec le pôle art visuel des Pays de la Loire. Cette semaine, on a dévoilé aussi un travail réalisé avec Astre en Nouvelle-Aquitaine sur la question de l'estimation des rémunérations et notamment de cette question de bourse de résidence. Puisque la ligne manquante du référentiel de Astre jusqu'à maintenant sur la bourse de résidence a été créée. En collaboration. C'est aussi c'est d'ailleurs un prolongement en fait du travail sur la fiche, puisque la fiche consistait à
éclairer la façon de bien distinguer l'ensemble des rémunérations qui peuvent, qui doivent être appelées par l'ensemble des activités réalisées dans une résidence. Et là, on prolonge par un travail qui permet de travailler la question des montants qu'on affecte en face. Donc c'est aussi une façon de relier les différents travaux menés en collaboration avec différents réseaux entre eux, puisque tous ces outils aussi se parlent, ont des liens qui se tissent entre eux. Peut-être sur cette fiche, donc à l'écran, vous avez la première page de cette fiche qui est accessible en ligne, à la fois sur le site du Pôle Art Visuel Pays de la Loire et de Art en Résidence, et puis il est aussi relayé par les autres réseaux. Est-ce qu'on peut peut-être revenir un tout petit peu sur cet exemple-là, savoir, donc elle a été éditée en novembre 2024, il me semble, et voilà, qu'est-ce qui s'est joué, comment elle a été pensée aussi de manière concomitante entre les deux têtes de réseau. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça ? Oui, alors sur l'origine de l'affiche et de l'envie de travailler ensemble pour ça, il y avait forcément cette question des rémunérations. Elle est au cœur des préoccupations d'Art en Résidence depuis sa création, puisque dès 2010, l'idée d'avoir une rémunération distincte qui vient rémunérer le travail de recherche et de création dans la résidence, c'était un des critères d'adhésion au réseau Art en Résidence. Que cette question, on n'a pas arrêté de la travailler, qu'on est rentré en 2021 dans un travail sur la question de poser un minimum mensuel pour cette bourse de résidence. C'est à peu près le moment 2020, je sais plus, 2022, où sort l'étude dont on a parlé tout à l'heure sur la rémunération à Nantes dans les structures de diffusion. Lecture de l'étude qui, de notre côté, forcément résonne beaucoup avec nos préoccupations. On se rend compte qu'on a un sujet qu'on partage et des constats qu'on fait ensemble sur la question de ces problèmes de rémunération globale qui viennent masquer des budgets souvent insuffisants, qui viennent empêcher la transparence de la rémunération sur l'ensemble des activités qui se déroulent réellement, et donc l'envie de voir ensemble quelque chose qui serait plus transparent et qui de se sortir de la précarité que ça entretient, et aussi du bon traitement administratif de tout ça que ça entrave. Donc voilà, ça part avant tout du constat d'un sujet partagé. C'est aussi du coup une question d'attention qu'on a sur les travaux qu'on réalise chacune de notre côté. Et donc c'est ça le point de départ, c'est cette étude. Donc on se dit que travailler ensemble sur une fiche ressource là-dessus répondra de notre côté, croisera les enjeux de nos deux réseaux, qui sont de faciliter la création de cadres de travail sains pour l'ensemble des parties prenantes d'un projet, d'outiller les professionnels, aussi bien les organisateurs que les artistes, comme disait Camille Hervouet tout à l'heure, aussi appuyer certaines demandes que peuvent faire les artistes dans leurs négociations, offrir des outils qui permettent aussi tout ça, de légitimer certaines demandes. Donc c'est avec ce croisement d'objectifs et évidemment la question du sens que ça a par rapport au prolongement que ça offre par rapport à des travaux précédents. Voilà, c'est aussi un point d'étape. On parlait aussi des enjeux d'actualisation des données, des études. Donc, on voit bien qu'on est quand même sur des processus un peu de work in progress, de faire aussi un peu une prise de photographie à un moment M, de voir comment on peut, nous, acteurs, actrices, œuvrer à plus de responsabilités, des meilleures conditions de travail. Et puis, on sait que bien les choses évolueront avec le temps, notamment par les crises qu'on traverse, qu'on n'anticipe pas forcément, et qui aussi remettent en question un peu les enjeux de structuration et d'accompagnement. Pour poursuivre un peu sur cette
réflexion autour de la résidence. Je vais donner la parole à Antinéa Garnier pour le Centre national des arts plastiques. On ne va pas avoir le temps, malheureusement, de revenir sur toutes les missions très nombreuses du CNAP. Donc, vous avez quelques exemples à l'écran des ressources que nous vous invitons à aller consulter sur le site du CNAP. Voilà, il y a à la fois des choses qui sont coproduites, qui sont produites par le CNAP, et puis il y a aussi la valorisation de l'existant. Il y a un annuaire, il y a un suivi sur des bourses, sur des appels à projets, il y a des enjeux d'acquisition, de commandes, de soutien à la création contemporaine. Mais là, aujourd'hui, on va surtout se pencher sur 2 chantiers qui sont imbriqués, qui ont été lancés par le CNAP sur la question des résidences, en souhaitant donc à la fois actualiser un guide et en parallèle en voulant lancer une étude. Et je laisse la parole à Antinéa pour en dire un peu plus. Alors, la question que tu me poses, c'est aussi la question de la méthodologie de comment on constitue notre ressource. Et le guide des résidences, c'est un très bon exemple de la façon dont on réfléchit ce qu'on produit. Je ne vais pas revenir sur ton super montage, mais effectivement, on propose du coup un centre de ressources en ligne où vous trouvez énormément d'informations plutôt réglementaires et puis d'éléments qu'on produit qui vont venir répondre à des enjeux très précis de structuration, plutôt sur des aspects méthodologiques ou alors sur des aspects qui vont plutôt être de l'ordre du recensement. De manière générale, sur le site internet, et quel que soit l'outil que vous utilisez ou ce qu'on produit, il y a toujours cet enjeu de donner à voir l'écosystème à un instant T et de venir répondre à une ou plusieurs problématiques et d'outiller derrière par rapport à ça. Et donc le guide des résidences, il s'inscrit évidemment dans cette logique-là, à savoir que, donc, en termes de méthodologie, c'est un guide qui existait déjà, que le CNAP met à jour de manière plus ou moins régulière, parce que c'est un gros chantier. Il y a 2 aspects principaux dans le guide qui rejoignent ce que je viens de vous dire, qui sont des questions de structuration, d'outillage et des questions de recensement, qui sont aussi de l'outillage. En termes de méthodologie, cette mise à jour, elle s'inscrit dans un contexte. C'était des échanges avec le CNPAV, des échanges avec Art en résidence, voilà, un contexte qui a amené à ce que ça soit fait à ce moment-là. En termes de méthodologie, tout de suite, c'est de construire un groupe de travail, de mettre des professionnels concernés autour de la table pour faire du commun, c'est-à-dire repasser la précédente édition en revue, regarder quels contenus doivent être augmentés, aménagés, qu'est-ce qui a été produit entre-temps, comment on vient se nourrir de ces éléments-là et qui on fait intervenir aussi en extérieur. Et donc du coup, en termes de groupe de travail, je trouve intéressant de vous citer, j'espère que je vais oublier personne, mais on a évidemment donc Art en résidence, le pôle qui nous a accompagnés aussi. On a le CIPAC, l'USOPAV avec le CAP, la FRAP, CEA, le réseau DDA, le SNAP CGT. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir autour de la table l'ensemble des professionnels qui vont être concernés par cette question et de rentrer dans une logique de dialogue, donc de mise en commun de ressources, donc notamment par exemple la fiche qu'on a citée, des éléments que le pôle, je vais me concentrer sur ce que le pôle a apporté aussi, mais les guides sur les assurances, la question des jurys qui avait déjà été abordée. Et donc sur les contenus nouveaux, par exemple, il a été décidé de porter une attention particulière sur les territoires ultramarins dans le recensement, d'être sur des questions de sur-mesure dans la constitution de la charte déontologique, voilà, de s'appuyer sur la charte aussi du réseau Art en résidence, voilà, d'être dans une logique vraiment de co-construction. Même si ce terme est vraiment beaucoup utilisé à toutes les sauces, mais donc vraiment d'être dans une logique commune et autant dans des questions de constitution de la ressource en propre, c'est-à-dire que quasiment parfois d'une rédaction à 16 mains, c'est-à-dire on réfléchit sur la virgule, parce que ces éléments, c'est des éléments qui vont être prescriptifs, qui vont venir apporter un cadre, une structure. J'ai entendu tout à l'heure des personnes qui parlaient justement de ce qui était produit par le pôle et qui était utilisé dans des formes de négociation ou d'échange et qui viennent du coup légitimer certaines revendications, demandes. On sait que c'est utilisé avec cet aspect-là. Donc du coup, il y a aussi un aspect de faire commun et donc de trouver une forme de milieu, d'accord à certains endroits qui pourront être réutilisés par les acteurs. C'est aussi le cas, par exemple, avec, je vais le citer parce que c'est extrêmement structurant, justement, les contrats.
Tout le contrat d'accueil en résidence a été revu. Et justement, dans ces discussions très ouvertes avec les membres des groupes de travail, il est apparu le besoin de faire un deuxième contrat, qui était un modèle de cession de droits d'auteur spécifique en résidence. Et donc, on est venu outiller à cet endroit-là, donc le faire avec Maître Marie-Hélène Vigne. Et donc, voilà, de co-construire vraiment ce document pour que ça vienne répondre à tous les questionnements que les professionnels peuvent se poser. Et en termes d'action, donc il y a cet aspect de constitution, puis il y a cet aspect de recensement, c'est-à-dire que moi, le pôle, c'était un membre du groupe de travail avec tous les apports constitutifs, mais c'était aussi dans les questionnaires qu'on a pu élaborer, parce que j'ai oublié ça, mais c'est un travail de 2 ans, je vous prie de m'excuser. Donc, 2 questionnaires, un questionnaire en direction des artistes, et tu voulais que j'aborde ce sujet, qui était que, conjointement au guide et à l'ensemble des contenus que sont la charte déontologique, les questions sur les rémunérations, les modèles de contrat, les questions à l'international, on a 2 répertoires. Et pour constituer ces répertoires, on se base sur un questionnaire qui a été relayé du coup par les pôles, par les réseaux et l'ensemble du groupe de travail, l'ensemble du champ. Et donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on construit ensemble, mais aussi on va chercher l'information ensemble, on diffuse ensemble, et c'est comme ça que ça irrigue l'ensemble du champ professionnel, et aussi que les professionnels sont en mesure de s'en saisir parce qu'ils savent que ça existe, parce que c'est aussi un enjeu, cette circulation de l'information. Deuxième questionnaire, là pour l'étude du coup qu'on a décidé de mener avec Isabelle Malliot, une sociologue, sur l'impact justement du dispositif sur le travail artistique. Et donc ça c'est vraiment une commande du CNAP pour venir ajouter un élément d'observation, c'est-à-dire qu'on fournit des outils, on fournit des éléments pour se positionner, pour se situer, pour outiller les structures qui décident de porter un programme, pour outiller les personnes qui sont reçues en résidence, et de chercher, trouver, etc. Mais il y a aussi qu'est-ce que ça fait, quel est l'impact, l'aspect d'observation qui n'était pas présent dans les précédentes éditions et que du coup on a décidé d'apporter, et on trouve ça tellement riche qu'on a décidé de poursuivre un peu l'aventure et du coup d'en faire un ouvrage qu'on va éditer avec la documentation française début 2026. Je croise les doigts. Voilà. Et ce nouveau guide actualisé, du coup, il va être bientôt quelle actualité brûlante. mis en ligne. Il est mis en ligne normalement la semaine prochaine. Alléluia. Et donc du coup, il sera accessible à toutes et tous. Évidemment, les exemplaires papier sont aussi distribués dans l'ensemble des intermédiaires avec lesquels on travaille et nos partenaires. Et voilà. Et gratuit, évidemment. Hein. Ne l'achetez pas. Des fois, on me pose la question. Mais toutes les ressources dont on parle sont gratuites. C'est aussi ça qui est important de souligner. On est dans un milieu très précaire, notamment pour les artistes, autrices, auteurs. Et du coup, c'est important aussi de donner de la ressource qui soit facile à accéder, parce que on sait aussi les difficultés pour le secteur. Et l'objectif aussi de cette table ronde, c'était de montrer que les gens se parlent, que même si on n'est pas dans les mêmes villes, parce que finalement on est sur plein de répartitions géographiques avec plein d'actions différentes, on a quand même des enjeux aussi d'interpersonnalité, des gens qui se font confiance et qui ont envie, en fait, pour l'intérêt général, de porter des ressources concomitantes. Et Nathalie, tu veux peut-être dire le mot de la fin, parce qu'il est 16h30. Oui. Alors j'ai suivi exprès le timing, donc on n'aura pas trop de questions non plus. Je vois que notre prochaine invitée est arrivée, donc merci Claire. Oui, terminer par un mot de la fin qui n'est pas très optimiste, mais juste pour vous dire qu'on parlait d'impact démultiplié, de toutes ces relations, effectivement, de toutes ces coopérations. Et aujourd'hui, c'est très dur de se dire que, moi, l'équipe, avec le conseil d'administration, avec les acteurs du territoire, on avait plein d'idées à la suite de tout ce travail ensemble. On avait plein d'idées pour mettre en application les rémunérations, pour observer sur le terrain ce qui allait se passer, pour continuer à faire ce travail avec aussi un annuaire qu'on prévoyait de réaliser sur les résidences sur le territoire, sur le diagnostic des nouveaux commanditaires. On s'était dit, c'est intéressant, il y a 2 nouveaux médiateurs, médiatrices.
Bon, comment est-ce que le pôle peut être aussi un relais parmi d'autres? Il sera évidemment pas, c'est pas un opérateur sur les nouveaux commanditaires, mais on peut être relais. Donc, c'est-à-dire que sur des moments communs, est-ce qu'on peut organiser des choses ensemble? Enfin, voilà, c'est pareil pour Matière Vive. Comment est-ce qu'on prolonge? Comment est-ce qu'on continue ce travail-là d'approfondissement de l'accompagnement, de la professionnalisation? Donc, c'est vrai que c'est très dur pour nous de se dire que tous ces effets démultipliés et ces impacts possibles, et puis ce travail en fait très opérationnel qu'on mène aussi, il ne peut aujourd'hui pas se développer de la même manière. Donc ça, c'est vrai qu'on est obligé de s'arrêter à chaque fois qu'on pense aujourd'hui. Et ça, c'est un peu dur. Bon, merci.